Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, 3 jours de deuil national au Niger, toujours sous le choc. Un corps de l'armée situé à Inates a été attaqué. Bilan 71 morts, 12 blessés et plusieurs autres portés disparus. Il s'agit du plus lourd bilan subi par l'armée nigérienne depuis le début des attaques djihadistes en 2015. 800 milliards de francs CFA en 3 ans, c'est ce que les entreprises ont perdu au Cameroun en raison de la crise anglophone, avec des répercussions particulièrement importantes dans les secteurs de la distribution et du transport. Et l'économie bleue, un potentiel gigantesque pour l'Afrique. Avec 38 pays côtiers, le continent dispose de nouvelles alternatives pour développer les économies durables. Un potentiel qui fait face cependant à des obstacles comme la piraterie ou encore la pêche illicite. Mais tout d'abord, les Algériens ont voté ce jeudi 12 décembre pour élire leur nouveau président. 5 candidats étaient en lice: Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Zidine Mioubi et Abdelmajid Tebboune. 24 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les départager. Un scrutin sur fond de contestation. Un centre de vote a été saccagé à Béjaïa et à Alger, la capitale. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté malgré l'important dispositif policier. L'abstention sera d'ailleurs la donnée importante de cette élection, qualifiée de mascarade par le mouvement Irak. Choc, effroi, l'attaque perpétrée ce mardi contre un camp militaire à Inates est la plus meurtrière au Niger depuis 2015. 71 militaires tués, 12 blessés et plusieurs autres portés disparus. Selon le communiqué du ministère de la Défense, les assaillants étaient plusieurs centaines et les combats d'une rare violence. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Reportage de notre correspondant Sadou Alizi Mokhtar. 71 soldats tombés sur le champ d'honneur, 12 ont été blessés et d'autres encore portés disparus. C'est le bilan de l'attaque de la position militaire des forces armées nigériennes à Inates, localité située à quelques kilomètres de la frontière malienne dans la région de Tillabéri. Les assaillants sont arrivés en plusieurs colonnes composées de plusieurs dizaines de motos et de véhicules donnés blindés selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un combat d'une rare violence combinant des tirs d'artillerie et l'emploi des véhicules kamikazes par l'ennemi sur la position. S'en est suivi de 15h à 18h locales. Les renforts dépêchés sur la position ont permis de stabiliser la situation qui est actuellement sous contrôle. C'est l'une des pires attaques qu'enregistre le Niger depuis 2015, avec le début des attaques terroristes et surtout la plus grosse perte pour l'armée nigérienne dans cette région frontalière du Mali. C'est une tragédie humaine et cela arrive à un moment où le débat sur la présence de forces étrangères se pose avec acuité dans les espaces des pays du Sahel. Imaginez quand des colonnes de véhicules puissent quitter ailleurs, traverser toute cette zone et venir jusqu'à Inates, faire leur forfaiture, prendre 2 heures, 3 heures, couper tous les réseaux de communication et après repartir tranquillement. Je pense que c'est là où le commun des mortels ne comprend pas. Face à la dégradation de la situation, le gouvernement a décidé à l'issue du Conseil des ministres du 10 décembre 2019 de proroger pour une période de 3 mois l'état d'urgence décrété depuis 2017 dans plusieurs départements des régions de Tillabéri au sud-est et de Tawa au centre-ouest du Niger. Et c'est toujours la stupeur au Niger et dans tout le Sahel au lendemain de cette attaque djihadiste. Un très lourd bilan qui amène notamment au report du sommet de Pau prévu le 16 décembre. Sommet qui devait réunir les chefs d'État des pays du Sahel et le président français Emmanuel Macron. Le Sahel où les actions meurtrières des groupes terroristes se multiplient, en particulier au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et ce en dépit de la présence des militaires français de la force Barkhane. Au Cameroun, à présent, le GICAM, le groupement interpatronal, vient de publier ses données sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon ces données, les entreprises auraient perdu 800 milliards de francs CFA en raison de la crise anglophone. 86% d'entre elles estiment d'ailleurs que la crise a eu des répercussions très négatives sur leur activité. Philomène Tine.
près de 800 milliards de francs CFA est le montant des pertes engendrées uniquement sur 10 secteurs d'activité par la crise anglophone au Cameroun au bout de 3 ans selon le groupement interpatronal du Cameroun. À ces pertes enregistrées par les entreprises camerounaises s'ajoutent des charges supplémentaires dues aux mesures d'adaptation chiffrées à 2 milliards de francs CFA. La zone dite anglophone contribue pour d'abord 50% des recettes d'exportation. Donc c'est une zone qui est stratégique au-delà de la production du PIB. Cette situation aura un impact extrêmement négatif sur les équilibres macroéconomiques du Cameroun et par suite sur sa croissance. Depuis le début de la crise, l'État camerounais a perdu près de 18,5 milliards de francs CFA de recettes. Celles-ci devraient être relevées de l'impôt sur les sociétés, des redevances et autres taxes diverses. À cela s'ajoutent les mises au chômage technique et les compressions des personnels dans les agro-industries. Celles-ci ont contracté la moitié des pertes en termes d'actifs, des destructions, des pillages, des vols, d'un coût de près de 40 milliards de francs CFA. La seule solution, c'est de rentrer au modèle fédéral de 1961. Les anglophones sont venus au Cameroun sur la base de la promesse d'un État fédéral, éventuellement réactualisé pour tenir compte aussi des besoins et des centralisations. La crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est née à la fin de l'année 2016 par de simples revendications corporatistes portées par des avocats et des enseignants. À ce jour, il s'est transformé en revendications séparatistes violentes et fait de nombreuses victimes. La SECNA, l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique à Madagascar, a fêté ce 12 décembre son 60e anniversaire. 60 ans de coopération entre pays africains dans le secteur aérien. Un anniversaire qui marque un tournant pour l'agence qui entend mettre l'innovation au centre de ses opérations. Philomène Tine. 60 années que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, assure la gestion pour la sécurité de la navigation dans un bon nombre de pays africains. Et pour renforcer la sécurité aérienne, l'agence compte utiliser la surveillance par satellite à partir de la première semaine de janvier 2020. Ce procédé permettra de surveiller tous les avions en temps réel et tous les appareils qui survolent les 16 millions de kilomètres carrés d'espace aérien. Et pour nous, il est important de réfléchir dans quelle mesure des systèmes, des organisations aussi puissantes comme la SECNA pourraient se doter de ces moyens, notamment les satellites, pour permettre donc de gouverner leurs activités. Dans son plan d'orientation stratégique, elle compte mettre l'innovation au centre des opérations à travers la digitalisation et la virtualisation. Pour être performant dans les années à venir, que l'innovation soit au centre des réalités de toute entreprise, les systèmes doivent être interopérables, en coopération, en synergie entre elles. Et nous devons donc pour cela aussi faire attention à la cyber, les menaces donc, qui proviennent donc de l'interopérabilité. Le SECNA qui gère 55 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux, 76 aéroports régionaux et nationaux, 32 aérodromes communautaires, a traité en 2018 597 905 vols. L'Afrique dispose de 38 pays côtiers, autant dire que le continent possède un énorme potentiel dans le développement des activités économiques basées sur les milieux marins. Les retombées de l'économie bleue pourraient donc être particulièrement importantes. Encore faut-il que les obstacles tels que la piraterie et la pêche illicite soient levés. Corinne Comsefem. En Afrique, 38 pays sur les 54 du continent disposent d'un accès à la mer, un potentiel géographique propice à l'essor de l'économie bleue. Cette économie dérivée de l'eau regroupe un ensemble d'activités qui inclut la pêche, l'exploitation minière sous-marine, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie ou la bioprospection. Toutefois, en Afrique, ce sont principalement les activités de transport et de pêche qui alimentent l'économie bleue. Nous devons soutenir le secteur maritime puisque 90% au moins de notre commerce extérieur passe par la mer. Et cette mer peut permettre aujourd'hui également de développer l'intérieur. Les pays enclavés ne peuvent fonctionner que parce qu'ils doivent avoir accès à la mer et commercer avec le monde entier. Donc c'est vraiment une urgence absolue.
Et c'est pour ça qu'il faut travailler avec l'Union africaine qui considère l'économie bleue, l'économie de l'eau, comme la nouvelle frontière de la renaissance de notre continent. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, les poissons de mer et d'eau douce sont un apport vital à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 200 millions d'Africains. En outre, la pêche fournit un revenu à plus de 10 millions d'entre eux. Mais ces secteurs font face à des obstacles qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel. Le premier obstacle, c'est la problématique liée à la piraterie. Tout ce qui est lié à l'impact environnemental au niveau des eaux maritimes. Tout ce qui est lié également au trafic des êtres humains. Je pense également à l'immigration. Il y a 1700 Africains qui sont morts en 2017 dans les côtes libyennes. Donc autant d'obstacles qui font qu'aujourd'hui, il faut que ce secteur soit réglementé. Alors que l'Afrique doit relever le défi de la diversification de son économie, l'économie bleue apparaît comme une alternative durable pour de nombreux États. Toutefois, il reste encore à structurer un cadre de lutte commun contre la pêche illégale et la piraterie maritime qui prive les États d'une manne financière importante. En Éthiopie, le gouvernement veut moderniser le système de santé. 63 millions de dollars de l'Agence américaine pour le développement international seront dédiés à cet objectif. Les autorités entendent notamment faire évoluer les outils de santé par le biais du numérique. Nelly Claude-Bessa. Un système de santé doté de services de qualité, c'est ce que vise le partenariat entre le ministère de la Santé d'Éthiopie et l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Pour ce faire, les autorités éthiopiennes ont opté pour la modernisation du système de santé via l'introduction du numérique. Un challenge qui a bénéficié d'un investissement de 63 millions de dollars pour l'élaboration d'un programme dans ce sens. Les investissements de la télémédecine pourront permettre alors à l'Éthiopie de réduire ses fractures, notamment la lutte contre les inégalités sociales, par rapport à une partie importante de sa population qui n'ont pas accès à une santé décente. Cet investissement pourra permettre alors à l'Éthiopie notamment de pouvoir améliorer les conditions de vie de sa population. Le programme, d'une durée de 5 ans, formera des médecins, des infirmières, des agents de vulgarisation sanitaire et des décideurs à tous les niveaux du système de santé pour une utilisation plus efficace et efficiente de la technologie, leur permettant de mieux servir les patients et les familles à travers le pays. De plus, des cours seront introduits dans les universités locales pour le développement des compétences en matière d'innovation en santé, de solutions numériques et de cheminement de carrière numérique dans le secteur. La télémédecine va permettre alors de pouvoir procéder à des opérations chirurgicales et même donner des instructions en ligne pour permettre alors à certains États qui sont très loin de la capitale de pouvoir avoir accès à une santé décente. Le gouvernement américain, à travers son agence de développement international, est le plus grand fournisseur bilatéral de soutien au secteur de la santé de l'Éthiopie avec environ 150 millions de dollars par an en financement pour les programmes de santé et d'hygiène. D'ici 2050, les villes africaines devront être plus résilientes. C'est l'avis partagé par tous les chercheurs africains qui misent sur les innovations pour résoudre les principales problématiques des villes africaines, à l'instar des pénuries d'eau. La Banque islamique de développement a d'ailleurs ouvert un fonds de 500 millions de dollars pour l'innovation dans le domaine de l'assainissement. Nathalie Mo. De l'innovation pour aider les villes africaines à relever le défi des pénuries d'eau. La Banque islamique de développement a lancé un financement de 500 millions de dollars pour l'entrepreneuriat dans le domaine de l'assainissement. Des fonds adressés aux jeunes innovateurs africains au service de la construction de villes plus résilientes. D'ici 2050, il y aurait 6,5 milliards de citadins dans le monde, dont plus d'1 milliard en Afrique. Nous devons donc nous préparer à cette perspective et c'est ce que nous propose le thème de ce sommet. Nous voulons trouver des solutions novatrices en faisant recours à la science, à la technologie et à l'innovation pour des cités sûres et plus convergentes. Selon des observateurs, l'Afrique devrait envisager de créer ses propres technologies pour faire face aux pénuries d'eau au lieu d'essayer de rattraper son retard. Ainsi, des entreprises africaines se sont lancées dans la conception de pompes au sol à énergie solaire, aux filtres imprimés en 3D ou encore des compteurs d'eau intelligents qui contrôlent les fuites d'eau et s'adaptent aux changements de consommation. Quelle que soit la technologie qu'on va apporter pour résoudre le problème d'assainissement, le problème d'approvisionnement en eau, il faut tenir en compte tout d'abord de la population.
de sensibilité des populations, mieux encore de sensibiliser les populations pour que celles-ci puissent, n'est-ce pas, être à mesure de comprendre l'intérêt que ces nouvelles technologies devraient apporter. Une personne sur 3 en Afrique n'a pas accès à une source d'eau propre et fiable selon l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui fait 115 victimes chaque heure sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.